Alors, ce soir, on va apprendre par rapport aux lois du bassa bechalav, le mélange de lait et de viande. Alors, c'est un grand sujet. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que ce qui est particulier quand même dans cet interdit par rapport à tous les autres de la Torah, c'est que d'habitude, il y a une ligne rouge entre des choses qui sont permises, d'une part, et d'autre part, des choses qui sont interdites. On dit que bassa bechalav, la spécialité, elle est que justement, j'ai deux choses que chacun, indépendamment, est 100% cachère. Donc, c'est du lait cachère ainsi que la viande cachère. Mais uniquement lors du mélange entre les deux, on crée une nouvelle entité de non cachère, et ça, c'est le passage de Khalav qu'on va étudier dans ce chapitre. Dit le Rambam dans la première halakha du chapitre 9, Basar bechalav, asur levashlo, asur leochlo min Torah, asur bahanaya, vekovrin oto vefro asur ke'efer kol hanikbarim. Le mélange de lait et de viande, c'est interdit de cuire, interdit de consommer et interdit d'en profiter. Donc, c'est trois interdits. Même d'être un chef dans un restaurant pas cachère, là où il y a des mélanges de lait et de viande, c'est interdit, même si le chef ne mange pas. Ce que c'est difficile, parce que normalement, il faut quand même goûter. Mais même si, imaginons, le chef ne va même pas goûter, il va rien manger, c'est interdit juste de cuire un mélange de lait et de viande. C'est interdit de le consommer, interdit d'en profiter. Si on a eu donc un mélange de lait et de viande, il faut le détruire. Donc, il dit qu'il faut l'enterrer. C'est le droit l'enterrer parce qu'il y a certaines choses dans lesquelles c'est écrit qu'il faut le brûler. Là, pas forcément qu'il doit le brûler, mais il peut l'enterrer. Et s'il a brûlé, les cendres, ils sont eux-mêmes aussi interdits de profiter. Il ne peut pas dire, bon, maintenant c'est déjà des cendres, maintenant je peux en profiter. Si des cendres sont chaudes, je vais m'en servir pour me faire un beau barbecue. Même ça, il n'a pas le droit de faire. ומשוושל בשניהם כזית, לוקח שנאמר, לא תבשל גדי בחלב עמו, וכן האוכל כזית בשניהם מן הבשר והחלב, שנתבשלו כאחד, לוקח אף על פי שלא בישל. לא שכתוב לאסור האכילה, אלא מפני שאסר הבישול, כלומר, ואפילו בישולו אסור. ואין צריך לומר אכילתו, כמו ששתק מבשר הבת, מאחר שאסר בת הבת. Alors, celui qui cuit un kazaït, une mesure d'une olive, d'un mélange des deux ensemble, il est passible de la cote. D'abord, celui qui consomme un kazaït, un mélange des deux, il a mal cote. La Torah nous a uniquement dit le langage, l'expression l'otevachel, de ne pas cuire. Et c'est écrit nulle part l'expression de ne pas consommer. Alors, le rabbin répond, oui, c'est évident que si c'est même interdit de cuire, à plus forte raison que c'est interdit de consommer, de même façon que la Torah nous a écrit uniquement que c'est interdit de se marier avec sa petite fille, mais c'est écrit nulle part que c'est interdit de se marier avec sa fille. C'est évident, c'est un a fortiori. Si déjà la petite fille est interdite, à plus forte raison la fille, pareil, si déjà c'est interdit même de cuire un mélange de lait de viande, à plus forte raison que c'est interdit de consommer ce mélange. הלכה ב' אין אסור לתורה אלא בשר בהמה טהורה, בחלב בהמה טהורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו, וגדי הוא כולל ולד השור, ולד השה, ולד העז. עד שיפחות ויאמר גדי עזים, ולא נאמר גדי בחלב עמו, אלא שדיבר הכתוב בהווה. Alors, de la Torah, l'interdit, c'est uniquement si on a de la viande d'un animal qui est d'une espèce cachère, avec du lait d'un animal d'une espèce cachère. Je précise bien d'une espèce cachère, parce que même si l'animal n'est pas cachère concrètement, il n'y a pas eu de shrita, ça ne change pas, ça doit être une espèce cachère. Parce que l'exemple qui est dit dans la Torah, c'est écrit là-bas qu'il ne faut pas cuire le petit gdi dans le lait de sa mère. Alors, le gdi, c'est un terme qui inclut le petit de la vache, le petit du brebis et le petit des chèvres. Et on dit dans le lait de sa mère, donc ça veut dire que les deux doivent être d'une espèce qui est pure. De la façon que le gdi, c'est un animal qui est pur, alors le lait de sa mère, c'est dans du lait d'une espèce qui est pure.
C'est ça le cas que la Torah nous a parlé, de l'interdit de Bassar Bechalav. Est-ce que ça doit être forcément le lait de sa mère à elle? Non, ça c'est juste un exemple. La Torah a parlé d'un cas actuel, mais pareil avec tous les autres laits, c'était également interdit de la Torah. Halakha Gimel, Aval, Bessar Behema Teora Shebishlo Bechalev Behema Tmea. O Bessar Behema Tmea Shebishlo Bechalev Behema Teora, Mutar Levashem, ou Mutar Bahanaya. ואין חייבים על אכילתו משום בשר וחלב וכן בשר חיה. Si que ce soit la viande ou soit le lait était d'une espèce pas cachère, alors là, il n'y a pas d'interdit de basar bechalav. C'est une des espèces qui n'était pas cachère, il y aurait l'interdit du pas cachère, mais pas l'interdit du basar bechalav. Également, si c'était bessar chaya, si c'était la viande d'un animal sauvage, alors là aussi, ce serait la même halakha, que il n'y a pas d'interdit de la Torah de le cuire ensemble. החטלת ועוף בין מחלב בין מחלב חיה, אין האסור באכילה מן התורה, לפיכך מותר לבשלו ומותר בהניה. ואסור באכילה מדברי סופרים, כדי שלא יפשטו העם ויבואו לידי איסור בשר חלב של תורה. ויאכלו בשר טהורה בחלב טהורה, שהרי אין משמע הכתוב, אלא גדי בחלב עמו ממש, לפיכך אסור כל בשר בחלב. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que quand il y a différents types de viande, que ce soit la viande d'un animal sauvage ou bien que ce soit la viande d'un oiseau, la Torah ne l'a pas interdit explicitement, mais c'est interdit par les sages. Donc ça s'appelle du basar bechalav des rabbanan. Les sages m'ont interdit même de mélanger le volaille avec le lait et différentes choses. Halakha he דגים וחגבים, מותר לאוכלם חלב, והשוחט עוף נמצא בו ביצים גמורות, מותר לאוכלם בחלב. Tandis que si on a dagim et chagavim, donc dagim et chagavim, c'est des poissons et des sauterelles, ça c'est permis de les manger cuits dans du lait. Donc ce qu'on a interdit, c'est uniquement les volailles et la viande d'animal sauvage, que là ça ressemble à la viande de gdi, à la viande d'animal domestique. Quand on parle de viande, alors il faut préciser, si je parle de telle viande ou de l'autre viande, ça veut dire que tout est inclus dans le bassar. La personne peut venir à se confondre d'une à l'autre. Par contre, la viande, la chair des poissons, c'est pas du tout considéré comme la viande. Les gens ne se confondent pas du tout, c'est entièrement différent. Il n'y a pas besoin d'interdire le mélange de poissons à cause de ce mélange. Halakha, basar me'ushal ve'muvshal v'chametz varya v'chayetze b'hen, אין מרכין עליו, וכן המשל ועשה במי חלב, או בחלב נטע, או בחלב זכר, או שבי של דם בחלב, פטור. ואינו לוקח לאכילתו משום בשר בחלב. אבל מבשל בשר בהמתה או חלב וכיוצא בהן מחלב, לוקח על בישולו. ואינו לוקח לאכילתו משום בשר בחלב, שאין איסור בשר בחלב, חל איסור נבלה או איסור חלב, שאין כאן לא איסור כולל, ולא איסור מוסיף, ולא איסור בבת אחת. Si c'était uniquement la viande qui était fumée avec du lait, ou bien qui était cuite, mais pas cuite avec du vrai feu, mais cuite Berchamet Tiberia dans l'eau, dans les sources chaudes de Tiberia, du lac de Tibériade. Dans ce cas-là, on n'a pas de malcoute, parce que dans un cas, c'est pas considéré comme vraiment cuit, c'est juste fumé. Et dans le deuxième cas, c'est pas considéré vraiment cuit, mais c'était pas avec un vrai feu. Dans ces deux cas-là, c'est interdit les rapanas. Également, celui qui va cuire de la viande en mechalav ou chalav beta ou chalav zachar, ou bien dam bechalav, donc que ce soit avec de l'eau de lait, donc c'est ce qui reste dans le lait après qu'on a déjà pris le concentré du lait pour ensuite faire ensuite le cailler, faire de ça du fromage. Donc l'eau qui reste, il n'y a plus vraiment de vraie il n'y a plus la vraie substance de lait qui est là, il reste, ou bien le lait d'un animal qui est mort, le lait d'un zachar, le lait d'un animal masculin. Alors dans tous ces cas-là, Osh Bishadam Chalav, ça c'est pato. Mais ça t'interdit midrabana. Mais celui qui va cuire de la viande morte, ou bien
des graisses, alors malgré qu'il n'aura pas de punition de Malkout pour avoir consommé cette chose, vu que de toutes les manières, il transgresse déjà l'interdit de consommer de la viande morte, ou bien la graisse, la cachère. Et on dit qu'un interdit ne se rajoute pas sur un autre. S'il y a de la viande qui est déjà interdite à consommer, ne veut pas rajouter un deuxième interdit. Sauf dans 3 cas spécifiques, on a vu plus tôt, on a vu ça dans les halakhot qui parlaient avec les différents insectes. Mais de façon générale, on ne rajoute pas un interdit sur un autre. Si c'est déjà interdit, c'est déjà occupé par l'interdiction, on ne rajoute pas un deuxième. Par contre, pour la cuisson elle-même, alors juste de cuire de la viande pas cachère, ça, il n'y a pas d'interdit. Alors si, j'ai une viande d'un animal mort que je vais cuire avec du lait, alors j'aurai une punition pour la cuisson elle-même. Mais ensuite, lorsque je vais consommer, j'aurai la punition juste pour la consommation du pakachem. Halakha zayin, המבשל שליל בחלב חייב וכן אוכלו, המבשל שליה או הורות וגדל עצמות קרניים וטלפיים, מרקים, חלב פטור וכן האוכלן פטור. Celui qui va cuire un fœtus dans du lait, alors c'est considéré comme la vraie viande. Par contre, celui qui va cuire juste la pochette, le placenta, ou bien les os, les cornes et les parties molles du sabot, avec du lait, tout ça, c'est pas de la vraie viande, et donc il est exempté. Et pareil, celui qui mange ce mélange-là, il est exempté, il n'est pas tôt, c'est pas considéré comme la vraie viande. Alors, בשר שנפל לתוך חלב, או שחלב שנפל לתוך הבשר, אבל נתבשל עמו שיעורו בנותן טעם. כיצד חתיכה של בשר שנפלה לגדרה או תחת של חלב, תואם הגוי את הגדרה. אם ממש יש בה טעם בשר, אסורה, ואם לאו, מותרת. ואת החתיכה אסורה. במה דברים אמורים שקדם והוציא את החתיכה, קודם שתפלוט חלב שבלעה. אבל אם לא הסילק, משארים אותה ב-60, שהחלב שנבלע בה ונאסר, יצא ולהתערב עם שער החלב. Alors maintenant, s'il y a eu un mélange, c'est interdit, mais si c'était vraiment minime, ça peut être annulé et la quantité, ça doit être qu'il y ait une ration de notentam. S'il y a notentam, s'il y a le goût d'un qui va dans l'autre, par exemple, j'avais une casserole de lait et j'ai un morceau de viande qui est tombé. Après, bon, disons qu'après, je vais retrouver le morceau de viande, je vais le sortir. Pour l'instant, il y a le goût de la viande qui est sorti. S'il est ressenti dans du lait, parce qu'il n'y avait pas tellement de lait, alors ça sera interdit. Et si par contre, il n'y a pas de goût de viande, alors bedi avad, dans la posterie, dans le cas où le mélange s'est fait, ça serait 100% motard. Quelle est cette quantité? S'il y a cette quantité, je dis qu'il y a suffisamment de volume de lait pour ne pas ressentir le goût de viande. Alors le Rambam nous donne 2 définitions. Il dit que la première chose, elle est notentam, le goût dans le sens simple. Donne à un goy, que le goy a qu'à goûter, il va te dire s'il y a le goût de viande ou pas le goût de viande. Ça, c'est la première façon qu'il dit. Et après, il dit qu'il y a un autre cas scénario dans lequel je ne peux pas le faire. Et c'est dans le cas où il y a le lait qui a eu le temps de s'intégrer dans le morceau de viande et ensuite de ressortir de la viande. Donc quand j'ai un morceau de viande dans une casserole de lait, le problème va dans les 2 sens. J'ai le goût de la viande qui rentre dans le lait, mais j'ai également du lait qui s'absorbe dans la viande et après qui va ressortir. Alors, si je vais uniquement goûter le goût de la viande dans le lait, ça, je peux goûter et voir est-ce que je ressens le goût ou bien je ne ressens pas le goût. Mais le problème est plus profond. S'il y a du lait qui s'est absorbé dans le morceau de viande et après le lait ressort, ce lait-là, il est aussi devenu interdit, le lait qui est absorbé dans le morceau de viande. Et celui-là qui ressort, c'est du lait interdit. Mais qui pourra distinguer ce goût? C'est du lait. On ne va pas distinguer le goût. Et donc, c'est un mélange de lait pas cachère. Alors, on dit dans ce cas-là que c'est le cas qu'il y ait déjà eu de l'évolution. Là, c'est déjà absorbé, c'est déjà ressorti. Alors, il faut évaluer 60 fois. 60 fois le morceau de viande. Remarquez que ça, c'est l'opinion séfarade. Le Beth Yosef, il suit également l'avis du Rambam, mais le Rameau, l'opinion ashkénaze, elle est de toujours évaluer 60. Jamais de faire confiance à un goy.
Alors, la pratique dit ici, c'est écrit dans les poskim, que s'il y a un morceau de viande qui est tombé, et il n'y a pas 60. Alors, si c'est un séfarade qui peut suivre le Beth Yosef, alors il va dire, bon, alors je vais donner un goy pour goûter. Si c'est un Ashkenaz qui suit le rameau, il va dire, j'ai pas le droit de goûter, il faut avoir 60, il n'y a pas 60, tout va à la poubelle. Mais il y a une autre solution au milieu, c'est s'il y a un goy, on peut demander au goy, alors est-ce que tu sens le goût? Si le goy dit qu'il n'y a pas de goût, alors celui qui suit l'opinion du Beth Yosef et du Rambam, il pourra le manger. Et une fois que c'est un juif qui goûte, si le juif qui goûte me dit à moi que c'est bon, je peux faire confiance au juif. Le rameau dit juste qu'on ne peut pas faire confiance au goy pour le goût de lait et de viande. Et le juif, il goûte, à lui je peux faire confiance. À la chayout. באמת דברים אומרים, בשלא נראה גדרה מתחילה כשנפל החלב אלא לבסוף, ולא כיסה. אבל לעניין מתחילה ועד סוף, או שכיסה בשעת הנפילה עד סוף, הרי זה בנותן טעם. ובכן נפל חלב לתוך המרק, או לתוך החתיכות, ולא נודע לאיזו חתיכה נפל. לוער את הגדרה כולה עד שיתערב הכל. אם יש בגדרה כולה טעם חלב, אסורה, ואם לאו, מותרת. Alors, dans quel cas est-ce qu'on a dit ça? Ça, c'était uniquement dans le cas où il n'a pas mélangé la casserole au départ. Il a juste mélangé à la fin. Pardon, j'ai sauté. J'ai sauté la lara. Il faut retourner à la tête. Oui, la tête. נפל חלב לתוך קטירה של בשר. תואמין את החתיכה שנפלה עליה חלב. אם אין בה טעם חלב, הכל מותר. ואם יש בחתיכה טעם חלב, אבל פי שאם תיסחט החתיכה לא יישב בטעם, הואיל ויש בה עתה טעם חלב, נאסרת החתיכה, משריין בכולם, ואם היה בכל שיש בה גדרה. לחתיכת הירק והמרק והתבלין, כדי שתהיה חתיכה זו 1/60 מן הכל, החתיכה אסורה והשאר מותר. Le cas contraire, il y a une goutte de lait qui est tombée dans une casserole de viande. On voit sur quel morceau c'est tombé. Ce morceau-là, on le prend et on va goûter sur ce morceau-là. S'il y a le goût de lait, c'est un problème. S'il n'y a pas le goût, c'est permis. Donc, il suit la même idée qu'il faut regarder le goût. Si le morceau de viande avait le goût de lait, ce morceau, il est interdit. Et puisque le morceau il est devenu un morceau interdit, il faut avoir 60 fois le volume de ce morceau dans toute la casserole. S'il y a 60 fois, c'est bon, et s'il n'y a pas 60 fois, c'est interdit. À la tête, à la chagiout, pardon, mais דברים אמורים שלא נראית הגדרה בתחילה כשנפל החלב אלא לבסוף. ולא כיסה, אבל אם נראה בתחילה עד סוף, או שכיסה בתחילת נפילה ועד סוף, הרי זה בנותן טעם. לכן נפל חלב בתוך המרק או בתוך החתיכות, ולא נודע לאיזה חתיכה נפל, נותן את הגדרה כולה עד שיתערב הכל. אם יש בגדרה כולה טעם חלב אסורה, ואם לאו, מותרת. Dans quel cas est-ce qu'on a dit qu'il faut évaluer sur ce morceau spécifiquement, sur le morceau dans lequel le goutte est tombé? C'est s'il a juste mélangé à la fin. Mais s'il a mélangé la casserole dès le départ jusqu'à la fin, et selon le cas Mishnah également, si il n'a pas mélangé du tout, alors s'il a soit tout mélangé depuis le départ, je calcule avec tout, la goutte de lait contre toute la casserole. S'il n'a rien mélangé, ça reste juste ce morceau-là. Le problème que j'avais, c'était dans le cas spécifique où il n'a pas mélangé au départ, où c'était un seul morceau qui est devenu 100% Khatikha Hassan avait là un morceau qui est devenu entièrement la cachère. Et après ce morceau-là, puisqu'à la fin, je vais tout mélanger, ça va interdire le reste. על אחריות א', אם לא נמצא גוי שאיתו מספר חלב, שם ב-60, במסר לתוך חלב, במסר חלב לתוך בשר, אחד מ-60 מותר, פחות מ-60 אסור, קטרה שבישל בבשר, לא יבשל בה חלב, אם בישל בנותן טעם. Si on ne retrouve pas de goy qui peut goûter cette casserole et peut nous dire la halakha avec le mélange de lait et de viande, dans ce cas-là, selon toutes les opinions, même selon le Rambam, il faut évaluer 60. 60 fois plus de lait par rapport au morceau de viande qui est tombé, ou bien 60 fois plus de viande par rapport au lait. Donc, chacun, il faut regarder qu'il est 60 fois plus. Si on a une casserole dans laquelle on a cuit de la viande, on n'a pas le droit de cuire du lait,
et vice-versa. Si on a cuit, il faut évaluer aussi notre tam, est-ce qu'il y avait 60 fois plus ou pas par rapport à la casserole, par rapport aux parois de la casserole. הלכה י"ב הכחל אסור מדברי סופרים. שאין מעשה שבשם חלב שחוטה, אסור מהתורה, כמו שביארנו. הכחל שקראו מרק חלב שבו, מותר לצאתו ולאכלו, אם קראו שתי וערב, ותאכלו בכותל שלא נשאר בו לחלוכית חלב, צריך לבשלו עם הבשר, וכחל שלא קראו בין של קטנה שלא הניקה, בין של גדולה, אסור לבשלו, ואם עבר ובישלו בפני עצמו, מותר לאכלו, יש לו בשר אחר, ושם אותו ב-60, חל מן המניין. Alors, une halakha qui est très spécifique, et c'est par rapport au cas du khal. Alors, le, dans le khal, là où il y a donc du lait qui se trouve là-bas, le pied de l'animal, c'est interdit, midivre sofrim, parce que on a déjà dit dans le début de ce chapitre que le lait qui est interdit de la Torah, c'est le lait qui était près de la vache. Mais le lait qui était resté dans la vache n'a pas encore de vrais critères de lait minatora, juste midrabanan, ça s'appelle le khalef shkuta. Et donc, dans le pied d'animal, là où il y a le lait qui reste, alors c'est interdit midrabanan. Alors, pour différencier que c'est midrabanan et pas minatora, on a dit que là-bas aussi, c'est interdit, bien sûr, de mélanger, parce que c'est interdit midrabanan. Même le lait qui était pas très, le lait qui était resté dans la vache, il est interdit midrabanan. Alors, si on veut cuire le pied, alors il faut le déchirer, faire sortir tout le lait qu'il y a dedans, et après je peux le cuire. Mais si on a cuit, et on a oublié de le nettoyer, d'enlever le lait qu'il y avait dedans, et dans le four, il y avait d'autres morceaux de viande, alors là, il y a de la viande qui était cuite dans le même four avec du lait. Alors là, il faut évaluer avec 60, mais il y a une toute petite différence, c'est que là, on évalue pas 60 contre 1, mais on évalue 60 et que le mélange khal fait partie des 60. C'est normalement, il faut avoir 61. Quand j'ai 1 qui s'annule face à 60, là, j'ai 60 en tout. On va voir quelle est l'explication du cas exactement dans la halakha suivante. Ensuite, je vais expliquer quelle est la raison. Parce que d'habitude, on évalue 1 contre 60 et là, on évalue 1 dans 60. Ça veut dire finalement 1 contre 59. הלכה י"ג nous dit, כיצד? אם היה הכל דמת כחל כמו 60 הכחל, הכחל אסור, והשאר מותר. ואם היה בפחות מ-60, הכל אסור. ובין כך, אם נפל לגדרה אחרת, אוסר אותה, משלם בו ב-60 כראשונה, שכחל עצמו שנתבשל, נעשה כחתיכה אסורה, ומשלם בו לכמות שהוא שנתבשל, לא כמות שהיה בשעה שנפל. Alors, s'il y avait tout avec le kral 60, le kral il reste interdit, parce que dedans, il y a vraiment un mélange de viande et de lait qui se fait, mais le reste de la casserole, avec les autres morceaux de viande, il reste caché. Mais s'il y avait moins que 60 en tout, c'est permis. Quelle est la raison pourquoi est-ce qu'ici, on compte 60 inclus, et pas que 60 contre 1? Parce que puisque l'interdit, il est juste des rabananes, pour faire la différence, c'est pour ça qu'on a mis ici 60 avec le 1 qui est inclus, et pas 60 contre 1. Al-Khaïd Dalet. אין צורך את הכחל שחיתכו בלמעלה למצב השיפוט, אם צלו הכל מותר. כיוון שבשתו בחלב שבא, מותרת, של החלב אלא הרי הוא כתינופת, שהרי ישתנה במעיים. Alors, si on avait le crâne, donc ce pied d'animal qu'on a coupé dedans pour faire sortir du lait, mais le lait n'est pas sorti entièrement, alors on dit en tout cas, il faut faire attention, il y a peut-être un peu de lait qui reste. Si on le met sur une brochette et on veut le mettre sur du feu, il ne faut pas que ce soit au-dessus d'un morceau de viande pour pas qu'il y ait du lait qui coule sur le morceau de viande. C'est que toujours, lorsqu'on fait des barbecues et des grillades, il y a toujours le jus qui tombe vers le bas. A posteriori, ça serait quand même permis, vu qu'il a quand même
Ritroy, là, ça parle d'un cas qui a quand même enlevé pratiquement tout le lait. C'est juste qu'il y a ici une crainte qu'il y ait un peu de lait qui est resté, mais de base, il a enlevé tout le lait. Parce que là, il n'y a pas de problème. Dans le cas de Bediavat, s'il a mis un sur l'autre, il a mis le morceau de kral sur un morceau de viande sur la brochette. Maintenant, il parle d'un cas différent. Donc, la keva, donc, dans l'estomac de l'animal, dans la caillette de l'animal. Et il y avait là-bas du lait. Donc, par exemple, c'était un veau qui a bu du lait. Donc, il y a toujours du lait dedans. On a fait la shrita. Maintenant, dans le veau, il y a sa viande et il y a un peu de lait qui se trouve dans la caillette. Alors, Raman est de l'opinion que c'est 100% permis, vu que c'est plus considéré comme du lait. Une fois que c'était déjà consommé par le veau, c'est considéré comme un déchet, vu que c'est en train de se transformer. Mais or, shel shchuta. ואם העמיד, לא יביא את הגבינה, ואם יש מטעם בשר אסורה, ואם לאו, מותרת. שמעמיד הדבר ומותר הוא, שחיית שחוטה היא, ואין כאן אלא איסור בשר וחלב ששיעורו בנותנתן. Est-ce qu'on a le droit de faire cailler du lait pour en faire du fromage avec la peau de la caillette d'un animal? On dit c'est interdit, vu que ça va donner le goût et ça va, finalement, il y aura ici un lien entre la viande et le lait. Ça, c'est la halakha de base. A posteriori, s'il a fait Bediavad, il faut voir s'il y a le goût de viande ou pas. Goût de viande interdit, pas de goût de viande permis. Par contre, si c'était de la caillette qu'il a fait avec la peau d'un animal qui n'était pas cachère, ça c'est ce qu'il dit dans la halakha 16, la halakha Tetzain. אבל המעמיד דבר הרכבת נבלה ותחפה בהמה טמאה, הואיל והמעמיד דבר אסור בפני עצמו, נאסרה גבינה משום נבלה, לא משום בשר חלב, ומפני חשש זה אסור גבינת הגויים, כמו שבארנו. Ainsi, par contre, c'est la viande pas cachère. Alors, puisque le ma'amid, ce qui fait tenir et ce qui constitue le fromage, n'est pas cachère, il y en a que lorsque le ma'amid n'est pas cachère, ça rend le homed également pas cachère. Donc, dans le premier cas, on n'a pas le droit de faire un mélange de lait et de viande. Mais de base, c'était de la peau de viande cachère. Donc, le ma'amid lui-même était cachère. C'est juste après, c'est un mélange de goût. Là, il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que Bediapat, si on ne ressent pas de goût, il n'y a pas eu de mélange de goût. Par contre, dans le cas où le problème, c'est pas le mélange de goût, mais c'est la viande, c'est de la peau, c'est la peau d'un animal que dès le départ, il n'était pas cachère. Alors là, c'est problématique. C'est pour ça qu'on interdit les fromages des goïms, c'est pour ça qu'il faut avoir le tampon d'un rave qui a surveillé que le fromage soit fait par des juifs. Comme ça, on garantit que le fromage n'était pas fait par de la peau d'un animal pas cachère. על החיים. זה היה בסדר, זה מותר, וחלב זה מותר, מתערב שניהם על ידי בישול, יעשו שניהם במד, הרבה אומרים שנתבשלו שניהם יחד, או שנפל חם לתוכם, או צונן לתוכם. אבל אם נפל אחד משניהם והוא חם לתוך השני והוא צונן, קולף הבשר כולו שנקה בחלב, ואוכל השאר, נפל צונן לתוך צונן, מדיח החתיכה ואוכלה. Alors, de base, la viande tout seul et le lait tout seul n'étaient pas mises, c'est juste lorsqu'ils se mélangent ensemble que ça s'interdit. Dans quel type de mélange? Si les deux étaient cuits ensemble, ou bien les deux étaient mélangés à chaud, ou bien au moins que l'inférieur, si j'ai mélangé une chose dans l'autre, donc il faut que la chose inférieure, ce qui reçoit, soit chaude. Parce que là, la tata gavar, c'est ce qui est inférieur, c'est ça ce qui se renforce. Donc si l'inférieur est chaud, ça fait intégrer le goût dans le supérieur. Mais si il y a l'inférieur qui était froide, ça suffit d'éplucher. Il faut prendre une petite couche, comme l'épaisseur d'une épluchure, de la viande, là où ça touchait le lait, et le reste, il peut manger. Parce que l'inférieur était froide, et donc ça ne s'intègre pas plus. Si les deux étaient froids, il suffit de rincer les deux et on peut le manger. Si on a la viande et du fromage à un côté de l'autre, dans une seule serviette, mais on l'a mis de façon que ça ne se touche pas une à l'autre, il n'y a pas d'interdit. Et s'ils sont touchés, vu que les deux sont à froid, alors il suffit de le rincer. Alors, une chose qui est salée,
et qui est tellement salé qu'il n'est pas consommable à cause de son sel. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Meliar Keroteach, que ce qui est salé, c'est comme si c'était bouillant. Donc, ça pourrait prendre des halachot similaires au chaud lorsqu'il y a un mélange de lait et de viande. Ainsi, il peut être consommé tel que tel. Par exemple, comme le koutar. Koutar, c'est une sorte de mélange qu'ils avaient composé de lait, de sel et de croûtons de pain. C'est le koutar. Le koutar, finalement, c'était une chose qui était quand même salée, c'était fort, mais c'est consommable. Alors là, c'est considéré consommable normal, c'est pas considéré comme si c'était retard, c'est pas considéré comme si c'était bouillant. Donc tout ça, c'est important de savoir par rapport aux différents mélanges. S'il y avait un mélange avec une chose qui était salée, à tel point qu'elle n'est pas consommable, ce serait considéré comme si le mélange était fait avec le chaud. על החרף, עוף שחוט שנפל לחלב, או לכותח שיש בו חלב, אם חי הוא מדיחו מותר, ואם צלי קולפו. ואם היו בו פלחים שהיו מטובל בדבלין ונפל לחלב וכותח, הרי זה אסור. Alors, s'il y avait un volaille qui a eu la shrita, qui est tombé dans du lait, alors, si la viande était crue, il suffit de la rincer, parce qu'il n'y a rien qui va s'intégrer, mais si elle était grillée, alors là, il faut faire la clipa, il faut éplucher, il faut peler la surface extérieure. Si la viande présentait des petits creux et tout ça, parce que c'était assaisonné avec des épices, alors là, elle est interdite, vu que là, ça va vraiment s'intégrer entièrement. Et donc, il ne suffit pas juste d'enlever une couche extérieure, mais le lait, dans ce cas-là, il va rentrer entièrement dans le tsali. À souligner que c'est l'opinion du Rambam, mais d'autres poskim contemporains, ils sont beaucoup plus mahmir et pensent que dès que c'est tsali, dès que c'est grillé, on voit qu'il y a déjà des pores qui s'ouvrent dans la chair, et donc le lait va rentrer entièrement, et donc là, ça sera interdit à 100% de manger cette viande, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide, une fois que c'était cuit. Alors, הלכה 21, אסור להעלות העוף מקבילה על שולחן שאוכל עליו, מסוים שהוא הרגל לעבירה, שומר על זה עם זה, אף על פי שהעוף בחלב, מצאו מדברי סופרים, שני סלעים שאין מכירים זה את זה, אוכלים שולחן אחד, זה בשר בהמה, וזה גבינה, וזה שאין זה גס ליבו, בזה כדי שיאכל ליבו. Alors, on n'a pas le droit sur la même table de manger de la viande avec du lait, même si c'est deux personnes différentes qui mangent, parce que c'est une xéra à cause de peur qu'on va venir à faire la véra et à oublier, ah, un petit morceau de fromage, un petit morceau de viande, on ne peut pas manger sur la même table. Si il faut manger sur la même table, alors là, il faut mettre un heka, il faut mettre, le Ramon dit, il faut mettre un signe distinctif pour avoir un titre de rappel. Si par contre c'était deux invités qui ne se connaissaient pas l'un l'autre, et donc là ils ne sont pas à l'aise de se servir l'un du plat de l'autre, chacun a son plat ou ses plats devant lui, il n'y a pas de souci vu qu'ils ne vont pas se servir un de l'autre. אין להשאיר את העיסה בחלב, ואם נש כל הפת אסורה, מפני הרגל עבירה שלא יאכל בה בשר, ואין שתין את התנור בעלייה, לשעת כל הפת אסורה עד שיסיק את התנור, ושלא יאכל בה חלב. כשלצד הפת עד שתהיה ניכרת, ושלא יאכל בה לא בשר וחלב, אז זה מותר. פת שהחיה מצליל, הדגים של הצלם המסר, אסור לאכלן בחלב. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que faire très attention avec ceux qui considèrent parvé. Par exemple, le pain. Le pain, il est considéré parvé, donc je peux manger le pain avec le lait ou avec la viande. Mais attention, si personne il va pétrir sa pâte avec un mélange de lait, alors ça va rendre le pain du pain à la vie. Il n'a pas le droit de manger avec la viande. Alors ça, c'est problématique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire. On peut pas avoir également de rendre le four bassari, donc pas maintenant du vrai bassari, pas juste presque bassari, mais qu'il y a vraiment de la graisse de la graisse de viande qui soit mise dans le four. Alors là, on n'a pas le droit de manger ce pain, parce que c'est un pain qui se considère 100% viande. Pareil, c'est du pain qui était cuit en même temps avec la viande dans le four. Alors là, la solution à l'Afrique serait de changer la forme du pain
pour que personne ne soit rendu dans l'erreur. S'il y a une forme différente et spéciale, que les gens voient que c'est pas une challah habituelle, c'est pas une baguette habituelle, c'est quelque chose avec une forme différente que l'habitude, alors là, c'est permis, vu qu'on n'aura pas de crainte de trébucher dans la verre. הלכה כ"ג קרא שאכלו בבשר ובישלו בדגים, אותן הדגים מותר לאכלם בכותח. סכין שחתך בשר צליב, חסם ורתח בצנון וכיוצא בדברים חריפים, אסור לאכלן בכותח, אבל אם חתך בקישוט או אבטיח, ואורד במחתך ואוכל השער בחלב. Alors, s'il y a une assiette dans laquelle on a mangé de la viande, ensuite on a cuit des poissons, alors ces poissons-là, hein, qui étaient dans une assiette dans laquelle on avait cuit de la viande, donc il y a eu de la viande qui a rentré son goût dans l'assiette. L'assiette a rentré son goût dans du poisson. C'est déjà un goût qui est passé par 2 étapes. Ensuite, ce poisson-là, on a le droit de manger avec le coutard qui est un plat à la vie, comme je disais avant, un plat qui est à la base de lait, de croûte de pain, etc. À noter qu'on parle ici de bediavad, si c'était fait. C'est-à-dire les khatkhila, on n'a pas le droit quand même de faire un mélange, même si ça va passer par 2 étapes. Alors maintenant, le couteau, c'est la couper de la viande avec un couteau, et après on recoupe des choses qui sont piquantes, des choses que le goût il est quand même fort. Alors, dans ce cas-là, si par exemple on a coupé du radis, ce radis-là, il est interdit de consommer avec ce qui est, ce qui est lait ou laitage. Mais si on a coupé des choses dans lesquelles il n'y a pas il n'y a pas de goût fort, comme la pastèque ou la courge, c'est pas comme les radis, c'est pas piquant. Alors là, il faut juste gratter l'endroit où on a coupé, on va passer avec la lame, et le reste, on peut manger avec le lait. Normalement, avec le froid, le goût ne s'attaque pas. Ici, l'exception, c'est parce qu'il y a ici un froid qui est également piquant. Alors, la harifout, le piquant, va ressortir le goût, comme on voit d'ailleurs avec les épices. Les épices font toujours ressortir le goût de chaque plat. Donc, si on a coupé quelque chose de piquant, ça fait ressortir le goût. Halakha 24. אין מניחין כד של מלח בצד כד של קמח, כדי ששואב ממנו. נמצא בשל הבשר במלח זה שיש בו טעם החלב. מניח את הקומץ בזרקן הקמח, שהחומץ שואב ממנו. Alors, pas de poser une cruche de sel à côté d'une cruche de coutard, parce que le sel va absorber le coutard. Donc, il y a 2 versions dans ça, dans les poskim. Il y a une qui dit de peur qu'on va toucher le coutard, après on va toucher le sel va devenir viande. La deuxième opinion, elle dit que le sel est la nature d'aspirer les autres. Ou si je mets une cruche de sel à côté d'une cruche de khalavi, de coutard par exemple dans l'occurrence, le sel il va devenir lait, et après si je vais assaisonner avec ce sel de la viande, je serai dans un problème. Par contre, le vinaigre, il n'y a pas de problème parce que le vinaigre n'a pas cette même qualité d'absorbage comme le sel. Halakha chafé, מי שאכל גבינה או חלב תחילה, מותר לאכלו אחריו בשר מיד. וצריך להדיח את דף יקנח פיו בין הגבינה ובין הבשר, ומה שקנח פיו בפת ובפירות שלא עשן בולען או פולטן. הכל מקנחים את הפה חוץ מתמרים או קמח או ירקות, שאין אלו מקנחים יפה. Alors après avoir mangé du fromage ou du lait, on a le droit de manger de la viande. Il faut quand même se laver les mains et laver sa bouche. La bouche, ça suffit pas juste de boire quelque chose, mais il faut également manger quelque chose. Comme ça, quand on mâche, ça remplit bien la bouche et ça enlève tous les restes de ce qu'il y avait avant. Alors, on a le droit de laver la bouche avec tout ce qu'on veut, sauf avec des dattes, la farine ou certains légumes. Ça marche pas bien. La meilleure chose qu'on a dit avant, c'est le pain ou bien les fruits. חלב, באמת אומרים בשר בהמה חיה, אבל אם אכל בשר עוף אחר שאכל הגבינה או חלב צריך להיות כאילו רפא, לא יהיה ידיים. Ça, c'est avec la viande d'animal domestique ou d'animal sauvage, mais avec la viande de volaille, c'est mangé après le fromage. Selon le Rambam, pas besoin de se laver la bouche ni les mains, parce que c'est moins grave. C'est juste des midrabanan.
Maintenant, tout ça, c'est si on a mangé tout d'abord le fromage, ensuite la viande. Selon le Rambam, il a dit ce qu'il vient de dire. Il y a d'autres opinions qui sont plus strictes, qui disent qu'il faut attendre 1 heure selon le Zohar en tout cas. Le Rambam, il dit que ça dépend quel fromage. Si c'est un fromage qui a un goût plus fort, il faut attendre peut-être plus. Là, ici, on va prendre l'opinion du Rambam et on va conclure avec la dernière halakha qui dit dans la halakha 27, Chavsaï mishachal basar batrila, ben basar off, לא יאכל הרב חלב עד שישב ביניהן כשיעור סעודה אחרת. והוא כמו 6 שעות וזה הבשר של בין השיניים שאינו שר בקינוח. Celui qui a mangé de la viande au départ, que ce soit la viande animale, la viande de volaille, il faut qu'il attende le temps d'un repas, donc 6 heures à peu près, jusqu'à ce qu'il pourra manger le laitage. Quelle est la raison de ces 6 heures d'attente? Il y a une grande marloquette Rashi et Rambam. Ici, on suit l'opinion du Rambam. Il dit que c'est à cause de la viande qui peut rester coincée entre les dents. On apprend dans le verset que même la viande qui reste dans la bouche, c'est considéré comme la viande. Après 6 heures, par contre, ça perd de sa forme et donc il n'y a pas de souci. Selon Rashi, le problème est différent. Selon Rashi, le problème est que dans les 6 premières heures, il y a toujours la digestion qui se fait et donc la digestion de la viande n'est pas finie. Pas le droit de mélanger également dans le système digestif. Chazak au Baruch et donner place aux questions. Je vois qu'il y en a pas mal. Les animaux masculins, oui. C'est vrai que c'est pas la norme, c'est pas le normal, mais c'est un cas qui est possible. Et d'ailleurs, il y a 2 cas de lait masculin. Et dans le Shulchan Aruch, il y a toute une contradiction a priori. Quelle est la halakha avec le lait masculin? Une fois on dit que c'est pas tour, comme ce qu'on dit selon le Rambam, il n'y a pas le droit de faire le mélange, mais c'est permis. Mais c'est pas, il n'y a pas le droit de faire le mélange, mais c'est exempté, pardon. Une autre fois, c'est écrit que c'est permis, c'est juste maritime. Mais Et quel animal les masculins, je ne connais pas d'animal mâle qui sont élevés. Peut-être vous pouvez s'il a un défaut, par m'éclaircir. exemple. S'il a un défaut, par exemple. Alors là, il faut parler de chaque cas. S'il a un défaut et qu'il a du lait qui sort. Pareil, l'homme, les hommes, les femmes, elles ont du lait, mais pas les hommes. C'est ça aussi, la halakha parle. Est-ce qu'on a le droit de cuire du lait de femme avec de la viande? Alors, de base, oui, c'est pas du lait d'animal, donc c'est pas du lait que la Torah a parlé. De ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Le lait de sa mère, c'est un lait d'animal. Le lait de femme, ça devrait être permis de la Torah. C'est interdit à cause de Maritaï. Pas que les gens y voient et qu'ils pensent, ah, il y a un mélange de lait et de viande. Et la halakha discute et qu'est-ce qu'il y a avec le lait d'un homme. Donc, c'est pas pour des cas exceptionnels, c'est pour ces cas-là qu'on a parlé. C'est vrai que c'est pas la norme. Question de Raymond, ça utilise du beurre à titre de petit grâce de la viande. Est-ce qu'on interdit? La question était mal finie d'être écrite. Vous avez parlé de la viande de poisson. Vous avez dit que la viande de poisson, c'est pas considéré comme de la viande animale? Oui, donc c'est pour ça qu'il y a la viande de poisson, il n'y a pas d'interdit de la Torah de le mélanger avec du laitage. D'accord, très bien. Maintenant, il y a quand même une opinion qui est le Bet Yosef, qui dit qu'il faut quand même s'abstenir de ne pas mélanger le fromage avec le poisson à cause d'une raison de sakana, à cause d'une raison de danger pour la santé. Pas une raison de mélange de lait de viande, aucun rapport, c'est une loi indépendante. Il y a de nombreux poskim qui disent que ça doit être une erreur dans le Bet Yosef. On trouve ça nulle part ailleurs avant. Il a sûrement inversé le mot de basar bechalav. Il voulait écrire qu'il ne faut pas mélanger de la viande avec du poisson. C'est pour ça qu'il faut toujours se rincer la bouche ou boire quelque chose entre les deux. Et ça, effectivement, c'est écrit dans la Gemara que c'est un danger de mélanger ensemble, mais c'est écrit nulle part, on ne trouve pas de source. C'est un danger de mélanger ensemble le fromage avec le poisson. Alors, le Darkei Moshe écrit sur le Bet Yosef qu'il a mélangé
le bassar, le bkhalav, il a mélangé le lait avec la viande. En ne voulant écrire la phrase qu'il ne faut pas mélanger la viande avec le fromage, il a écrit la viande avec le poisson, pardon, il a écrit le fromage avec le poisson. Mais concrètement, ça dépend. La majorité des opinions, ils disent qu'il n'y a pas de souci, mais puisque quand même le Bet Yosef, il a écrit ça, alors ça veut dire qu'il y a une source qui est importante quand même. Donc il faut s'abstenir de ne pas mélanger la viande avec le poisson. On parle, pardon, la viande avec le poisson, ce sont plus d'opinions, mais même le fromage avec le poisson. Le beurre avec la viande, c'est interdit, évidemment. Le beurre avec le saumon, alors ça même, il y a une deuxième marloquette. Est-ce que lorsque le Bet Yosef a parlé de fromage, il a parlé de tout ce qui est laitier ou bien uniquement du fromage? La majorité des avis, ils disent qu'il a parlé uniquement du fromage. Donc le beurre, selon ça, serait permis avec le poisson. Ça, c'est encore une deuxième discussion. Alors, un fromage qui a été fabriqué par un non-juif, en respectant toutes les lois pour pouvoir être considéré comme 100% cachère, il n'y a pas de surveillance par un rabbin durant la production. Est-il permis à la consommation? Si oui, dans quel cas est-il des exceptions? Alors, comment est-ce qu'on peut faire confiance s'il n'y a pas eu de surveillance par un rav? Il y a deux problèmes. Il y a le problème qu'on a parlé dans la confection de la viande, du fromage. Moi aussi, je suis en train de mélanger la viande avec le fromage. Mais il y a le problème quand on fait la confection de fromage, on est en train de cailler, etc. On a dit le problème, c'est qu'on est en train de fabriquer le fromage à partir de la peau d'animaux pas cachers. C'est un problème dans les fromages. Et c'est un deuxième problème de quel lait est-ce que ça provient? Ça provient dans les cachers ou dans les pas cachers? Ça, c'est deux problèmes qu'il y a. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête principalement sur le problème de quelles sont les substances utilisées pour cailler le lait et transformer ça en fromage? Parce qu'il y a une règle que le lait des animaux pas cachers ne se transforme pas en fromage. Eino Omed, ça s'appelle. Et donc, si on voit que ça devient du fromage, ça prouve que c'est uniquement du lait qui est produit et qui vient de la base d'un animal caché. Alors, maintenant, dans les fromages qui sont surveillés, ça ne veut pas dire que ça doit être surveillé depuis le début jusqu'à la fin comme les laits surveillés, mais surveiller veut dire juste que c'est surveillé, que c'était fait de façon conforme. Donc, de la même façon que si j'ai n'importe quelle chose dans une usine qui est faite, même si le goy te dit que c'est fait à 100% bien, on ne peut pas faire confiance au goy pour les lois de cache-route. Pareil, là aussi, il faut avoir un RAF qui vérifie, mais la vérification avec le fromage, c'est pas que ça doit être surveillé 24/24. Sinon, d'ailleurs, le fromage caché coûterait vraiment super cher. C'est pendant 6 mois, il faut avoir un chômeur qui surveille ce morceau de fromage. Mais c'est juste de vérifier que ça soit fait de façon conforme dans les règles. Par contre, le lait surveillé, c'est surveillé depuis le début jusqu'à la fin. Ça aussi, il y a différents cas dans lesquels il y a certains qui essaient de dire qu'on peut surveiller juste partiellement, puisque dans le chemin, c'est écrit de base que si on se trouve à côté, que le goy il sait qu'à tout moment on pourra voir ce qui se passe, alors ça suffit pour faire peur au goy et pour pas que le goy mélange des substances pas cachères dans le lait, pour pas qu'il mélange de lait de cheval ou de lait pas cachère dans notre lait. Mais concrètement, est-ce qu'on a le droit de le faire? Ça dépend dans quel cas. Il y avait certains rabbins qui essaient de dire que même si j'ai 3-4 fermes l'une à côté de l'autre, alors le chômeur il prend la voiture, il passe d'une ferme à l'autre et il fait comme ça des allers-retours surprise. Mon grand-père, Rav Hillel, à la Vachalom, lui, il disait que ça c'était à l'époque. Peut-être les gens ils avaient peur. Aujourd'hui, ils ont des téléphones. S'il y a un chômeur pour 2 fermes, il suffit euh, qu'ils soient amis entre eux, ils se coordinent. Quand le chômeur il sort de chez l'un, il téléphone l'autre, il dit c'est bon, il est sorti de chez moi, voilà, tu as 5 minutes. Alors de nos jours, avec les moyens technologiques, il faut faire plus attention. Alors même si on change la forme des pains, le dépêtrer avec du lait ou de la viande, pourquoi on ne craint pas qu'on se trompe en changeant la forme
puisqu'on ne saura pas si la forme la plus duale du pain est un signal pour dire qu'il est léoviante. Alors, quand on dit que ça doit être une forme différente, bien sûr, c'est une forme différente que les gens sachent de quoi est-ce qu'il s'agit. Par exemple, quand je vivais à New York, alors, dans la boulangerie, alors il y avait un côté qui était lait, où c'était indiqué que voilà, tout ça, c'est les croissants, pain au chocolat avec du beurre. Donc tout ça, c'est au lait, c'est au fromage. Et il y avait donc déjà, c'était inscrit sur les étagères. Et également, c'était écrit ensuite, sur chacun, il y avait un petit autocollant bleu où c'était écrit Halavik, ça c'est lait. Mais c'était aussi une autre forme. Que même si personne ne l'achète et qu'il arrive à mettre ça à la maison, alors ça ne se mélange pas. Alors, l'idée, elle est la suivante. Si je fais exactement la même forme, les gens ne se posent même pas la question. Mais si je fais une forme particulière, que ce n'est pas la forme habituelle des autres pains, alors les gens ils se posent la question. Donc, c'est un chinouille pour qu'on se rappelle. Comme on fait plusieurs choses, on fait des fois des changements d'habitude pour un titre de rappel. C'est pareil là, on fait aussi un changement à titre de rappel. Mais l'idée derrière, bien sûr, si on envoie ça à une personne et que voilà, c'est la première fois que je le fais du pain et je lui envoie du pain, alors le chinouille ne sert à rien parce que pour lui, c'est pas un chinouille. Pour lui, c'est de l'habitude. J'ai jamais envoyé d'autres pains pour qu'il sache que ce pain-là, il est différent. Alors, bien sûr que quand il y a une halakha, il faut toujours regarder quel est l'esprit derrière la halakha. La halakha du chinouille, c'est surtout ne fais pas la même chose. Comme ça c'est un titre de rappel. Après, il faut suivre l'esprit de la halakha. Et si c'est un cas dans lequel tu sais très bien que même avec ton chinouille, ça ne servira à rien parce que l'autre personne ne comprendra pas le chinouille, alors c'est évident qu'il faut faire mieux. Il faut le dire. Ou bien il faut mettre une grosse pancarte et un gros morceau de scotch dessus, disant que ça c'est halavi, ça c'est lait. Alors, est-ce que c'est possible de pouvoir cuire du pain parvé, ni lait ni viande dans un four utilisé pour la viande dans les dernières 24 heures? Si oui, quel statut pour le pain, les viandes parvées, dans un four cascade bassari, un four bassari avec la graisse? Alors, on a le droit de cuire du pain parvé dans un four utilisé pour la viande dans les dernières 24 heures. Oui, c'est 100% permis. Dans ce cas-là, hein, ça sera appelé cascade bassari. Cascade bassari et pas bassari complet. Pourquoi? Parce que si j'ai le cas avec de la graisse de viande qui était mise dans le four, et à l'époque, c'était des fours qui étaient en argile, c'est pour ça qu'il fallait souvent, il fallait mettre de la graisse autour pour pas que ça se colle et pour pas que ça crame en touchant l'argile. C'est pour ça que c'est le cas courant, l'exemple qui a ramené un stalachala. Quand je la graisse de viande, c'est comme si je cuis le pain avec de la viande en même temps dans le four. Si c'est cuit en même temps, le pain devient 100% viande. Il y a les arômes de la viande, il y a toute la viande qui remonte. Tandis que si c'est pas en même temps, c'est juste que c'était cuit dans les dernières 24 heures, j'ai eu de la viande qui était cuite il y a quelques heures, alors là, le four, il a reçu un goût, et ensuite le four, il va ressortir un arôme, mais c'est pas un arôme qui sort directement. Donc là, ça s'appelle cheskat bessari. Et la différence pratique entre les deux, dans les deux cas, j'aurais pas le droit de manger ce morceau de pain avec du lait. On n'a pas le droit de le tremper dans du lait. Ça, c'est dans les deux cas. Je n'aurais pas le droit. Ça, c'est le point commun. La différence, elle est-ce que je dois attendre 6 heures ou pas? Et si j'ai une chose qui se mélange avec? Alors, si c'était juste cuit dans un ustensile de viande, dans un ustensile de lait, même si c'était dans les 24 heures, il n'y a jamais besoin d'attendre 6 heures. Ou la halachot, même les poskim les plus stricts, et il y a plusieurs opinions. Dans le Rambam, on a juste vu une opinion. Lui, il est assez maquel, d'Afka. L'opinion le plus marquée, c'est le Marshal. Et lui, il est vraiment très, très strict. Il dit même si c'était un dérivé de goût, quand même, tu n'as pas le droit de le mélanger ensemble. Même si c'était de la viande qui allait sur une casserole, qui a donné le goût à des spaghettis et qui ont donné le goût à quelque chose d'autre, même si c'est 3 nasbanat, on n'a pas le droit finalement de le mélanger ensemble avec l'autre espèce. Si on a commencé avec un goût de viande, je n'ai pas le droit de mettre avec du lait. Si je commence avec un goût de lait, je n'ai pas le droit de mettre avec de la viande. Mais même le rachal, qui est très, très strict par rapport à ça, hein, mais
quand même, il est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Si je mangeais du pain qui était cuit dans un lait de viande, je ne le mélange pas avec du lait, mais j'ai pas besoin d'attendre 6 heures. Par contre, si c'était cuit ensemble, quand c'est cuit ensemble, ça devient bassari. C'est la différence entre bassari et cheskat bassari. Alors, question de Yodit, un couteau ayant servi à la viande, utilisé pour la préparation d'un poisson, met-il en garde le mélange bassa vechalach? Alors, déjà, dans le poisson, directement, il n'y a pas de problème de bassa vechalach, vu que la viande avec le poisson, l'interdit de mélange, c'est pas l'interdit de bassa vechalach, c'est un interdit différent à cause du danger. C'est pour ça qu'il faut se rincer la bouche, ou bien boire quelque chose, manger quelque chose entre le lait, entre la viande et le poisson. Par contre, le cas dans lequel, oui, on va rentrer dans un problème lié avec le mélange de khalav, bassin de khalav, c'est dans le cas où j'ai un couteau qui est asservi pour la viande et ensuite je vais couper avec ça le poisson. Alors, le couteau, il a toujours une force particulière qui s'appelle Durka de Sakina. Ça s'appelle la pression par le couteau. Et si j'ai coupé du poisson, spécialement si le poisson il est chaud, alors ça va faire que le poisson, il va recevoir un notentam, un nat, il va recevoir un goût de viande, mais un goût dérivé. C'est pas la viande qui a touché le poisson, mais c'est le goût de la viande qui est rentré dans le couteau, qui ensuite, avec la chaleur ou avec la pression, le couteau, c'est rentré dans le poisson. Donc ce poisson, il va recevoir un goût minime de viande, ça s'appelle un nat banat. Et la différence serait, selon les opinions qui disent qu'il n'y a aucun souci de manger le poisson avec le fromage, vu qu'on a dit avant qu'il y a le Bet Yosef qui dit que c'est un problème de sakana. Donc le Bet Yosef, selon lui, de toutes les façons, je n'aurais pas le droit de manger le poisson avec le fromage. Mais selon les opinions, comme le Darké Moshe, qui disent que j'ai le droit de manger le poisson avec le fromage, mais dans le cas où j'avais le couteau de viande qui a coupé le poisson, alors dans certains scénarios, j'ai utilisé le couteau dans les dernières 24 heures, etc. Il y a certains cas dans lesquels le poisson peut recevoir un notentam, un atmanat de viande. Là, il faudra s'abstenir de ne pas manger avec le fromage. De toutes les façons, c'est quand même conseillé de suivre l'opinion du Bet Yosef et de s'abstenir de ne pas manger le poisson avec le fromage, vu qu'il y a une règle à l'Afrique qui dit dans toute la Gemara que Chamira Sakantami Sura, lorsqu'il y a un danger, il faudra encore plus strict que lorsqu'il y a un interdit. Et donc, d'une part, il y a l'interdit de lait et de la viande, d'autre part, il y a le fait que le Bet Yosef nous dit que c'est un danger de mélanger le fromage avec le poisson, un danger pour la santé. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Et donc, faire toujours chaque mitzvah au mieux possible. Chazak Baruch. Chazak Baruch. Profite de l'occasion pour vous inviter tous au grand shiur demain soir à 20h qui aura lieu sur le Zoom Chabad Genève sur le grand sujet pourquoi Pessah Sheni si on a déjà célébré le premier Pessah. Donc s'il y a déjà le premier Pessah qui est célébré, a priori il n'y a plus aucun sens dans le Pessah Sheni. Le deuxième Pessah, c'était pour ceux qui étaient impurs lors du premier Pessah, qui n'ont pas pu célébrer le premier Pessah. Mais si nous-mêmes l'avons déjà célébré le premier Pessah, quel est le sens pour nous de célébrer ce soir et demain le Pessah Sheni, le second Pessah? Quel est le sens dans la vie actuelle avec la présidence de notre cher ami Rabbi Yaakov? Razak Levi Yitzhak pour ce soir. Razak, c'était un magnifique shiur. Je suis arrivé entre, mais enfin, le peu que j'ai pu entendre est exceptionnel. Continuez à nous émerveiller tous les soirs en Dokak. Pas mal de soirs dans la semaine, ça nous fait vraiment plaisir. Razak Obaou, Razak. Razak, on retient. On sait qu'on n'aura jamais de questions grâce à toi. En fait, de questions pas élucidées, quoi. L'essentiel, c'est d'avoir juste des questions et jamais des excuses. Des excuses, on en a toujours, on est juifs. Une fois,
Une fois, il y avait une personne qui allait voir un camp Rav avec une tonne de questions. Il pose des questions aussi sur ci, sur ça. Et le Rav, le regarde, il écoute, mais le Rav ne répond pas. Ah, il dit, mais Rav, Rabbi, je vous ai posé des questions. Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas? Il a dit, parce que moi, je réponds à des questions. Mais je ne peux pas répondre à des excuses. Cette personne, il voulait donner des excuses. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire Torah mitzvah? Parce qu'il a une liste de questions. Donc, il ne cherchait pas la réponse. Il voulait rester avec les excuses. Alors, l'essentiel, même s'il y a des questions, c'est toujours bien. Du coup, ce n'est pas des excuses, mais c'est des questions pour comprendre. C'est toujours les bienvenus. Et demain matin, Bezrat Hashem, on va se retrouver avec le cher ami Abraham qui va faire un trajet de 45 minutes chaque côté, juste pour venir pour Shacharit. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de mérite. Avec le Seva, en 10 minutes, j'y suis. À 10 minutes. J'ai un bus qui fait pas pas beaucoup dire. de distance. Et oui, mais il faut dire là, moi je dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Attends, mais c'est le bus. C'est à Shabbat que j'ai du mérite quand je viens à pied. Mais là, Attends, oui. Mais c'est le bus, plus le Seva, plus marcher à pied avant et plus le temps d'attente entre les deux. Ouais, mais ça va, quand je prends du Seva, c'est 10 minutes de marche, 5 minutes de marche. Donc, j'ai pas. Alors, ça fait 20 minutes en tout. C'est le mérite de se lever, déjà, c'est un mérite. Hazak Baruch. Voilà. Que de bonnes nouvelles, vous attachez. Bien, merci. J'avoue à toi.